Olivier Cadic, on va revenir sur ces sujets, mais d'abord on va regarder les unes de la presse régionale. D'abord la une du Télégramme et beaucoup de unes régionales. D'ailleurs ce matin, sur ce coup de chaud en France, les métiers qui trinquent avec la chaleur dans une blanchisserie, avec le fer à repasser sur les toits ou le bitume brûlant. Beaucoup sont mis à rude épreuve avec les températures actuelles. La deuxième une, c'est celle de Var Matin. Location familiale, la chasse aux fraudeurs, bonne foi et escroquerie. 30 millions d'euros sont versés chaque année de façon abusive par la caisse d'allocation familiale du Var. Et puis la dernière une, c'est celle de l'Alsace. Fessenheim, quand le RN nie l'évidence. Il y a eu un vote mercredi soir à l'Assemblée nationale au cours duquel les députés du Rassemblement national ont fait adopter un amendement prévoyant la remise en service de la centrale alsacienne. Or, l'autorité de sûreté nucléaire souligne le caractère irréversible du processus de démantèlement entamé depuis 5 ans. Quelle une choisissez-vous ? Écoutez, je sais pas, la chasse aux fraudeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire du convoi, hein? Il y a à la fois de la bonne foi, mais il y a aussi évidemment de l'escroquerie et des fraudes sur les caisses d'allocation familiale. Au moment où on doit trouver 40 milliards dans le budget, ça fait partie des pistes pour vous qu'il faut explorer? Écoutez, c'est vraiment terrible pour tous ceux qui payent, qui participent au budget de l'État, qui travaillent dur, de savoir qu'il y a des gens qui profitent du système pour lequel chacun contribue et finalement qui non seulement ne participent pas parfois, mais qui au contraire le tirent vers le bas. Malheureusement, c'est une problématique qui ne va pas que l'on n'observe pas que dans le Var, on l'observe aussi à l'étranger. C'est un vrai sujet aussi pour certains retraités à l'étranger. On avait observé que parfois ils ne mouraient pas. Et je me souviens du consul général Agadir qui avait convoqué une personne qui avait sur le papier plus de 110 ans et qu'il pensait qu'on lui amènerait un certificat de décès. Mais non, il y a une personne qui arrivait en ambulance avec le maire de la ville. Il lui a dit, écoutez, je ne sais pas certifier si cette personne est bien la personne en question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous devriez en parler au livre des records parce qu'elle serait dans le guide. Donc on voit bien la difficulté que l'on a parce qu'il y a des gens qui jouent avec le système et il faut effectivement faire évoluer nos outils pour pouvoir être absolument ferme, parce que c'est un respect à avoir pour tous ceux qui contribuent, qui payent et qui travaillent dur pour que le système existe. On va évidemment parler longuement du conflit entre Israël et l'Iran et Donald Trump hier soir qui dit qu'il prendra sa décision sur une attaque des États-Unis en appui d'Israël d'ici 2 semaines. Est-ce que ces 2 semaines, selon vous, elles montrent qu'il hésite ou au contraire, il veut remettre de l'incertitude dans le conflit ? Il y a la veille, je crois que c'était dans les 24 heures que la décision devait se prendre. Maintenant, c'est 2 semaines. Il fait venir un certain nombre de forces vers le théâtre d'opération. Donc, c'est une démonstration justement de puissance pour montrer qu'il est en capacité d'épauler Israël. Israël, c'est un pays de 10 millions d'habitants qui, donc, là, attaque directement un pays de 92 millions d'habitants. Donc on imagine mal Israël se confronter seul à l'Iran. Et puis je crois qu'ils ont fixé des buts de guerre qui étaient d'empêcher l'Iran d'avoir la capacité d'avoir une arme atomique, ce qui se comprend, puisque c'est leur existence qui est en jeu. Il ne faut pas oublier que dans la constitution de la République islamique, il y a justement cette volonté de prendre le leadership sur la zone et donc de s'en prendre à l'État d'Israël. Mais juste pour vous, c'est quoi le but de guerre quand Israël a attaqué? C'était démanteler le programme nucléaire iranien ou c'était faire tomber le régime? Au départ, ce qui était annoncé, c'était démanteler le programme nucléaire. Vous pensez que c'était le vrai but de guerre? Derrière, il n'y a pas une volonté de faire tomber le régime? C'est ce qui est annoncé. Ça paraît quand même un petit peu ambitieux pour un pays de 10 millions d'habitants, de s'en prendre un pays de 90 millions pour faire tomber le régime à distance, puisqu'ils ne vont pas aller envahir l'Iran. Donc ça paraît quand même un petit peu étonnant voilà, de renverser le régime. Gaza, 18 mois plus tard, quand Benjamin Netanyahou a engagé les forces israéliennes à Gaza, il avait promis d'éradiquer le Hamas. 18 mois plus tard, on parlait de 40 000 personnes à peu près maximum au Hamas. On est à peu près entre 12 000 et 15 000 personnes encore au Hamas, 18 mois plus tard. Et c'est Gaza, et ils ont les troupes au sol. Donc les buts de guerre doivent être précisés, puisqu'il faut qu'on comprenne jusqu'où ils veulent aller. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'Israël fasse ce qu'ils font si effectivement l'Iran est tout proche d'avoir l'arme atomique. Et là-dessus, le gouvernement français est tout à fait clair. Ceci étant, si maintenant l'objectif c'est de renverser le pouvoir en Iran, ça paraît un peu ambitieux.
L'Iran qui promet de riposter en cas d'attaque américaine. Est-ce que vous craignez des attaques iraniennes contre des bases américaines dans les États du Golfe? Action-réaction, ils ont certainement des plans prévus. Il faut voir que l'État iranien a des pratiques quand même d'État terroriste. Nous le vivons avec nos 2 otages qui sont maintenus depuis plus de 3 ans, je dirais, à l'isolement. Et donc auxquels on pense chaque jour. Ils ont pratiqué aussi, même chez nous, des attentats directs. Donc ils ont des tas d'outils, on le sait, ils ne renonceront à rien. Et donc il faut se préparer à toutes les éventualités. On est dans un schéma d'escalade. Vous dites la position de la France est assez claire. Au début des frappes, il y a une semaine, Emmanuel Macron, il disait soutenir Israël et il se disait prêt à les aider à se défendre. Hier, en tout cas ces derniers jours, il dit que finalement il faut une désescalade et qu'Israël ne doit frapper que des sites nucléaires. Vous la trouvez si claire que ça, la position de la France? Elle a pour principe d'être constante. Et d'ailleurs, c'est de rappeler quels étaient les objectifs de guerre affichés par Israël, qui étaient donc, pour justifier ces frappes, la semaine dernière, je rappelle, c'était parce que l'Iran était tout proche d'avoir l'arme atomique. Je rappelle aussi que le 18 juin, mercredi dernier, devait avoir lieu une grande conférence pour la reconnaissance des 2 États, à la fois avec le président de la République, mais aussi avec son Altesse le prince héritier Mohammed Ben Salman, pour justement qu'un certain nombre de pays qui ne reconnaissaient pas Israël reconnaissent Israël, et que d'autres qui ne reconnaissaient pas l'État de Palestine le fassent, avec l'exigence que le Hamas soit sorti de Gaza, et ainsi de suite. On va parler de la Palestine, mais sur la position de la France. Emmanuel Macron, il a promis une initiative. Aujourd'hui, à Genève, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères, français, allemands, britanniques, qui rencontrent leur homologue italien, avec la chef de la iranien, pardon, avec leur chef avec la chef de la diplomatie européenne. Qu'est-ce qui peut sortir de cette réunion à Genève? Est-ce que vous pensez que les 3 ministres des Affaires étrangères vont convaincre les Iraniens de quelque chose? Les Iraniens, aujourd'hui, ont beau jeu de dire qu'ils sont agressés. Alors qu'on sait très bien que leurs proxys qui ont agi, comme le Hamas le 7 octobre, ont agi avec le soutien de l'Iran. Donc aujourd'hui, la question, c'est effectivement pour l'Iran, quelles sont les possibilités de sortie? Est-ce qu'ils ont envie effectivement de se mettre à négocier à partir du moment où, de toute façon, à chaque fois, c'est plutôt gagner du temps, hein, c'est l'impression que l'on a avec l'Iran. On essaye de négocier depuis des années. Je vois encore le cas, je viens de le citer, pour nos 2 otages. On est obligé d'aller devant la Cour internationale de justice pour faire valoir leurs droits et exiger de l'Iran qu'il les libère. Quand je vois comment ça se passe pour nos 2 otages, je peux difficilement imaginer qu'effectivement, on ait de gros progrès avec ces discussions. Mais on est obligé de passer par là. Vous le disiez, la question de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine reste entière, puisqu'il devait y avoir une réunion une réunion des Nations Unies, je vais y arriver, cette semaine, qui a donc été annulée. Et hier, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a affirmé que la position de la France restait inchangée. La voix de la France est claire. C'est la paix et la sécurité pour tous. Et cette position repose sur un double refus. Le refus de voir Gaza occupée, la Cisjordanie colonisée, le Hamas continuer à détenir les otages dans les tunnels de Gaza et l'aide humanitaire bloquée à l'entrée de Gaza avec une population affamée. Et c'est pourquoi, même si nous avons dû la reporter pour des raisons logistiques et sécuritaires, nous restons déterminés à tenir la conférence des Nations Unies pour la solution à 2 États qui a engagé une dynamique désormais inarrêtable qui doit nous conduire dans un mouvement collectif à reconnaître l'État de Palestine. Voilà, vous avez entendu Jean-Noël Barrot. Est-ce qu'il faut que la France reconnaisse l'État de Palestine dans un futur très proche? Il faut le faire comme le propose le président de la République et Jean-Noël Barrot. C'est effectivement cette solution à 2 États, c'est emmener ceux qui ne reconnaissaient pas l'État d'Israël à reconnaître l'État d'Israël. Ce qu'il faut, c'est la paix et la sécurité pour tous, comme le rappelle Jean-Noël Barrot, autant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Et c'est vrai que la dynamique était en route. Et on peut Il a eu raison de reporter la réunion ? Ou il n'aurait pas dû la reporter? Il n'y avait pas vraiment le choix, parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où vous avez des pays qui sont autour, qui devaient se mettre à reconnaître Israël, et qui au même moment voient Israël qui prend des positions et qui d'attaque sur l'Iran, il est logique et cohérent qu'on attende un petit peu. Mais le problème reste entier.
La question, c'est quels sont les progrès. Et donc, on le voit, l'attente de chacun, c'est de faire évoluer cette situation. On voit bien que décennie après décennie, on n'arrive pas à avancer. Et donc là, il y a une solution. Et je suis passé dans les 6 États du Golfe au mois d'avril. Je suis passé au Liban. Et tout le monde attendait cette conférence comme la seule position sur la table aujourd'hui qui nous permettait d'avancer de façon constructive. Sinon, on ne voit pas quelle est la sortie avec ces mouvements, enfin, l'utilisation d'armes permanentes au quotidien. So what, quoi. Donc on a des morts de tous les côtés. Quelle est l'issue de tout ça? Donc c'est la seule solution aujourd'hui sur la table positive pour nous permettre d'avancer. Et quand même, quel progrès de voir des pays qui ne reconnaissaient pas Israël, qui étaient prêts le 18 juin à venir se mettre autour de la table dans une conférence, reconnaître Israël. Reconnaissons ça au moins à la diplomatie française. Olivier Cadic, on le disait, vous êtes sénateur des Français de l'étranger. Alors, quelle est la situation de nos compatriotes en Iran et en Israël? Hier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fait un point et proposé des solutions. On va voir lesquelles avec Quentin Calmet. Bonjour Oriane, bonjour Olivier Cadic. Bonjour. Et Quentin, 6 jours après le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, le gouvernement français a donc présenté des solutions pour nos compatriotes présents en Israël et en Iran. Exactement, parlons déjà des 900 Français ou binationaux présents en Iran qui se sont signalés auprès de l'ambassade. Tous doivent aujourd'hui faire preuve de la plus grande prudence face à cette situation très dangereuse. Ceux qui souhaitent quitter l'Iran vont pouvoir le faire par la route vers le nord du pays, a dit hier le ministre des Affaires étrangères. Un convoi doit même partir dans 2 pays en fin de semaine pour les personnes qui veulent faire le chemin, qui ne peuvent pas faire le chemin par eux-mêmes. Écoutez, hier, Jean-Noël Barrot. En Iran, tous les Français qui souhaitent quitter le pays et qui ne se sont pas encore fait connaître auprès de nos services sont invités à se signaler dès que possible à notre ambassade. Le passage est possible sans visa vers l'Arménie et la Turquie dont les frontières sont ouvertes. Voilà, l'Arménie et la Turquie, c'est donc dans le nord-ouest de l'Iran. Le chemin pour s'y rendre depuis Téhéran, où se trouve une grande partie de nos ressortissants, ce n'est pas une route facile, on peut le dire, puisque plusieurs zones dans l'itinéraire ont été bombardées depuis vendredi. C'est un passage accidenté avec d'importantes montagnes. Le ministre a précisé que des équipes étaient déployées depuis hier à la frontière de ces 2 pays pour, je cite, accueillir nos ressortissants et faciliter les éventuelles démarches consulaires. Alors Olivier Cadic, qu'est-ce que vous pensez de ces annonces? Est-ce que c'est réaliste de voir nos ressortissants faire ce chemin par la route en voiture, tel que je l'évoquais? À partir du moment où ils veulent sortir d'Iran, il n'y a pas d'autre choix que de faire ainsi. On ne peut pas affréter un avion, c'est pas possible. Donc c'est une solution qui est proposée à nos compatriotes. Bon nombre d'entre eux, vous l'avez rappelé, sont binationaux. Et n'oubliez pas que quand on est binational, on est 100% français et on est 100% l'autre pays. Donc ils sont 100% iraniens. Donc ça veut quand même dire pour le gouvernement français de faire transiter pour les Iraniens, des Iraniens, vers la frontière. Donc là aussi, ça ne va pas être simple. Et quand je vois les difficultés que nous avons eues avec le lycée français, donc avec justement les Iraniens qui imposent, qui empêchent les binationaux maintenant d'accéder au lycée français, on peut imaginer les difficultés que nous avons sur le terrain. Donc c'est une chose, c'est une solution, voilà, qui est proposée. Et effectivement, l'État prend une responsabilité. Et là encore, Jean-Noël Barrot est constant, parce que quand il s'est adressé aux ambassadeurs, la première chose dont il a parlé, c'était pas de diplomatie. C'était des Français à l'étranger. Il a toujours mis leur sécurité en priorité. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui sur le terrain. Est-ce que vous savez exactement quel est le profil de ces 900 Français ou binationaux qui sont toujours en Iran? Est-ce que on a un petit peu une cartographie de qui ils sont? Non, mais encore une fois, on ne connaît pas le détail, et puis je pense qu'il ne faut... c'est pas ici qu'il faut aller révéler. Faut voir quand même que nous sommes dans une situation où on a 2 Français qui sont détenus indûment depuis plus de 3 ans. Et donc on est quand même avec cette problématique-là quand même qui est sur la table. Excusez-moi, mais je lâcherai pas le point, parce que nous sommes en face de gens, d'un État qui est un État terroriste. Donc effectivement, la France fait ce qu'elle peut
aujourd'hui, ce ne sont pas des conditions que nous avons choisies. Il y a une attente potentielle. Ces Français vont se faire connaître. Le problème souvent, c'est que pour les Iraniens, ce ne sont pas des Français, mais ce sont des Iraniens. Et donc ça aussi, ça va être un sujet. Donc il va falloir le faire de façon très mesurée, sans show. Et puis on va voir ce qu'on va réussir à faire, ce qu'ils vont réussir à faire. Mais ceci étant, c'est déjà un défi. Et c'est déjà très fort qu'ils se le proposent et qu'ils admettent qu'il faut répondre à une demande éventuelle. Et Jean-Noël Barrot, Quentin, il a également évoqué les Français présents en Israël. Voilà, on parle là de 150 000 de nos ressortissants français en Israël. Les Français qui souhaitent rentrer en France peuvent continuer à le faire en gagnant par la route, là encore, la Jordanie et l'Égypte, cette fois-ci, pays depuis lesquels des vols continuent d'être opérés, notamment à Amman en Jordanie et à Sharm el-Sheikh en Égypte, 2 aéroports internationaux. Des liaisons par bus sont prévues une fois la frontière passée pour acheminer nos ressortissants jusqu'aux 2 aéroports que je mentionnais. Le ministre qui a précisé que le personnel diplomatique en Iran et en Israël n'était pas évacué. Là encore, qu'est-ce qu'on peut dire de la solution proposée par l'exécutif? Il n'y avait pas d'alternative, là aussi, en Israël pour nos ressortissants? C'est une solution pragmatique. Il y a toujours la solution par bateau qui est aussi possible, qu'on avait étudiée au mois de juillet dernier, par exemple pour le Liban, qui était une solution qui est prête, et donc avec un stop évidemment à Chypre, ce sera éventuellement possible, mais là aujourd'hui, il faut être pragmatique. C'est pas si loin que ça. Vous savez, Israël, c'est un peu grand comme la Gironde, donc c'est pas du tout les problématiques que vous avez exprimées précédemment avec avec l'Iran. Non, c'est encore une fois, c'est très pragmatique, et c'est déjà, faut savoir que déjà beaucoup de Français l'ont utilisé. Certains sont sortis déjà par Amman, d'autres sont sortis par l'Égypte. Donc effectivement, et donc il y a les bus qui doivent être prêts à la frontière en Égypte. La problématique, c'est effectivement que ce soit sécurisé. N'oubliez pas non plus que les autorités israéliennes disent aux Israéliens de ne pas quitter le territoire. Donc là aussi, quand vous avez des binationaux, ils sont 100% français, 100% israéliens. Si d'un côté, il y a le gouvernement Netanyahou qui leur dit surtout partez pas, et nous qui leur disons partez, on n'a pas dit partez, on a dit si vous voulez partir, nous vous accompagnons. Il y a une solution. Oui, une dernière question. Il y a dans son discours à Jean-Noël Barrot qui a remercié les élus des Français de l'étranger, comme vous. Vous êtes directement amené à conseiller ces Français. Vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce que vous avez pu faire dans la situation actuelle? C'est tout simplement, vous savez, c'est quoi? C'est des messages sur votre post Facebook? Dans ce domaine-là, ce sont des appels à la fois de familles qui ont un proche. C'était ça, je pense à une Française de Londres qui me dit: j'ai mes 2 filles qui étaient en Israël pour un mariage. Comment est-ce qu'on peut faire? Et donc je lui ai donné les solutions. Qu'est-ce que je fais? En fait, vous avez les solutions qui sont indiquées au niveau du ministère avec le centre de crise. Oui, donc vous rappelez, effectivement, bien souvent vous rassurez les gens. Moi je dis souvent, quand ils me disent mais alors qu'est-ce que je dois faire? Eh ben je leur dis toujours, vous voyez, quand c'est la solution proposée par le gouvernement, et j'étais avant-hier avec Laurent Saint-Martin, on a passé 1 heure ensemble mardi après-midi, on a discuté de ce sujet-là. À partir du moment où ils me disent voilà comment c'est préparé, je leur dis si c'était ma fille, j'irais, je lui dirais fais ça. Et donc c'est rassurer, et c'est un accompagnement psychologique souvent. Merci Quentin, on se retrouve dans une demi-heure? Exactement, on parlera dans le club de l'actualité parlementaire autour de cette crise entre l'Iran et Israël. Ce sera effectivement à suivre. À tout à l'heure Quentin, on va continuer à parler de ces sujets dans ce contexte géopolitique compliqué. On va parler des questions de défense avec nos partenaires de la presse régionale. On va aller à Bordeaux, on retrouve Jefferson Desports. Bonjour Jefferson, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à Sud-Ouest, spécialiste des questions de défense. Jefferson, on va parler du sommet de l'OTAN. Il aura lieu mardi et mercredi prochain à La Haye, un sommet qui s'annonce crucial pour les 32 membres de l'Alliance. Oui, bonjour Oriane, bonjour Olivier Cadic. Mardi à La Haye, aux Pays-Bas, vous l'avez dit, les Alliés devraient satisfaire à l'une des principales exigences de Donald Trump et annoncer qu'ils sont prêts à consacrer 5% de leur PIB à leur défense, dont 3,5% à l'achat d'armements, ce qui représente des investissements considérables. Olivier Cadic, la France consacre elle déjà 2,1% de son PIB à sa défense. Est-ce que vous pensez qu'elle aura les moyens d'une telle ambition, sachant qu'elle cherche par ailleurs 40 milliards d'euros d'économies? La question est très très bien posée, parce qu'effectivement, il faut voir quelles sont nos priorités. En 1960, la France consacrait 5% de son PIB à la défense. C'était 1960.
En 1980, c'était encore la guerre froide, on était à 3,7%. C'est l'objectif que le président de la République nous a fixé pour, avec la prochaine LPM d'ici 10 ans. La loi de programmation militaire. C'est ça. Donc effectivement, c'est un objectif. Il faut se fixer des objectifs, sinon on est sûr de ne pas les atteindre. La question aujourd'hui à laquelle nous avons à faire face, c'est une progression de la menace militaire. Nous le voyons avec M. Poutine. M. Poutine, c'est quelqu'un qui envoie ses troupes avec 1000 à 1200 pertes par jour. Donc il aura bientôt 1 million de morts sur ce conflit en Ukraine. Si on veut que M. Poutine ne nous attaque pas, il faut que le niveau de défense de l'Union européenne soit au niveau de sa capacité économique. Et à ce moment-là, le problème Poutine sera réglé. L'Europe sera tellement forte qu'il ne cherchera pas à la menacer. Donc effectivement, ça passe par des choix budgétaires. Il faut que la France, que la population française prenne conscience des menaces d'un nouveau genre auquel nous avons à faire face et qu'il vaut mieux se faire mal budgétairement et prendre un peu moins sur le social et un peu plus pour sa protection. Parce que quand ce sera trop tard, eh ben ce sera trop tard. Et quand on voit le résultat en Ukraine, quand on voit Borodianka, Boutcha, comme je l'ai vu 2 semaines après que les Russes soient repartis, eh bien c'est quelque chose que je ne veux pas pour mon pays. J'ai compris ce jour-là, en étant à Borodianka, ce que me disait mon père: tu ne peux pas comprendre tant que tu n'as pas connu la guerre. J'ai vu ce que ça voulait dire en Ukraine, c'est ce que je ne veux pas pour mon pays. Et donc effectivement, cet effort, nous allons tous devoir le faire collectivement. Et justement, Jefferson, vous avez une deuxième question sur l'Ukraine. Oui, sur ce sommet de l'OTAN, surtout puisque à La Haye, les alliés devraient réaffirmer leur solidarité. Le message s'adressera autant à Donald Trump qu'à Vladimir Poutine. Vous venez d'en parler, Olivier Cadic. Simplement, dans ce contexte que l'on connaît, donc guerre, agression russe en Ukraine et menace de désengagement américain en Europe, est-ce que vous pensez que l'article 5 de l'OTAN, qui consacre et en tout cas qui incarne la solidarité militaire, est toujours d'actualité? En tout cas, est-ce qu'il est fragilisé selon vous? En réalité, derrière tous les effets d'estrade et toutes les grandes déclarations, il y a un principe de réalité qui finit par s'imposer à chacun. Et ce principe de réalité, nous le voyons. Nous voyons que tant l'Europe que les États-Unis ou l'Amérique du Nord ont un destin, je dirais, qui s'est développé de façon collective et commune, qu'aujourd'hui nous avons tous besoin les uns des autres et que je sais bien que le président Trump devait régler le problème en Ukraine en 24 heures. Visiblement, ça n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, la question, c'est que nous avons un destin lié. Chacun devra prendre... Est-ce que l'Ukraine a raison de craindre que le conflit entre Israël et l'Iran ne la relègue au second plan ? Mais aujourd'hui, ce qui est à craindre encore plus, c'est l'escalade à venir. C'est qu'il y a 3 semaines, il y avait Shangri-La à Singapour, que le ministre de la Défense australien, philippin, américain expliquait que la Chine s'arme à toute vitesse, que jamais il y avait eu autant de menaces en mer de Chine que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est que nous sommes dans un phénomène d'escalade et que le prochain coup, c'est quoi? Le prochain coup, c'est là-bas que ça va se passer. Donc il faut quand même voir qu'on a un phénomène d'escalade qui a commencé avec l'agression de la Russie en Ukraine, que maintenant nous avons le conflit Israël-Iran qui est avéré, mais je rappelle qu'au début 2023, j'avais dit que c'était un scénario d'escalade d'avoir ce conflit, et maintenant je vous dis que dans 2 ans, 2027, Xi Jinping a déjà annoncé que la Chine devait être prête à envahir Taïwan, et que si il s'attaque à Taïwan, les effets sur l'Europe au niveau économique seront bien plus importants que ce que nous vivons avec l'Ukraine. Donc il faut commencer à prendre en compte ce phénomène d'escalade globale auquel nous sommes confrontés, et c'est pour ça que nous devons nous y préparer, et il faut effectivement rappeler le principe de solidarité auquel nous sommes confrontés. Donc venir isoler l'Ukraine aujourd'hui sur ce spectacle géopolitique qui occupe la planète et qui fait que nous n'avons jamais eu autant de conflits sur la planète depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut prendre la problématique dans sa globalité. Un dernier mot, parce que cette semaine au Sénat, il y avait M. Stefanchuk, le président de la Rada, le Parlement ukrainien. Il a lancé un appel. Que peut faire le Parlement? Que peut faire le Sénat français aujourd'hui? Eh bien, c'est soutenir, comprendre que la question, ça n'est pas de est-ce qu'on doit mourir pour l'Ukraine? Est-ce qu'on doit mourir pour Taïwan? Non, la question c'est est-ce qu'on est prêt à défendre nos libertés? C'est ça la question que nous devons tous nous poser. Et si nous ne voulons pas avoir à envoyer nos enfants sur le front, eh bien il faut effectivement armer
l'Ukraine, il faut effectivement armer l'Europe de façon à ce que l'adversaire, la Russie, la Chine, demain, ne s'en prennent pas aux démocraties. On va remercier Jefferson des Sports. Merci beaucoup Jefferson d'avoir été avec Oriane. nous. La une de Sud-Ouest, c'est un tout autre sujet. Cette question, fait-il trop chaud pour travailler? Question d'actualité aujourd'hui, vu des températures sur le pays et particulièrement chez vous dans le Sud-Ouest. Merci beaucoup. Merci Jefferson d'avoir été avec nous. Évidemment, à très vite. Merci Olivier Cadic d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. On va évidemment continuer à parler de ce conflit entre Israël et l'Iran, mais également de l'Ukraine tout au long de cette émission et tout de suite avec le député européen Sandro Gozzi qui nous rejoint.